lundi 28 septembre 1998. Monsieur Bernard Vito, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Vito, vous avez un engagement qui se résumerait peut-être ainsi, la Suisse dans l'Europe scientifique. Je crois que c'est votre idée maîtresse, une idée que vous avez concrétisée à travers votre engagement et vos actions. Vous êtes quelqu'un qui avait consacré une carrière importante à la recherche, à l'enseignement, à la recherche. Vous avez été le président de l'École polytechnique fédérale, cela de 1978 à 1992. Vous avez créé le laboratoire de génie atomique en 1958. Vous êtes aussi l'auteur de nombreuses publications. Vous avez créé notamment un groupe européen de recherche de fluides. Donc votre action est multiple. Nous allons parcourir les grandes lignes avec vous aujourd'hui. Une histoire qui commence en 1927 à Vevey. Et quand on dit 27 et Vevey, on pense tout de suite à la fête des vignerons. Vos parents y ont assisté. Alors mes parents y ont assisté, et moi aussi si l'on veut, parce que à cette époque, en été 27, j'étais dans le ventre de ma maman, ma chère maman, puisque je suis né au mois de novembre 27. Et ma mère n'a pas pu... Elle a assisté à la fête des vignerons, c'est bien clair, même plusieurs fois, si j'ai bonne mémoire d'après ce qu'elle m'a dit, mais elle n'a pas pu chanter comme elle aurait aimé chanter, comme elle l'avait fait en 1905. Elle avait participé donc à la fête en 1905. 1905, oui. Que faisaient vos parents? Alors mes parents étaient instituteurs. Et je pense que, et ma grand-mère aussi était institutrice, et je pense que là, il y a eu des gènes qui ont été transmis de parents au fils, à moi-même, et j'ai toujours été très intéressé, très mordu par la formation et l'enseignement, non seulement universitaire, mais à tous les niveaux. Quelles étaient les caractéristiques de votre éducation? Quelles ont été, au fond, les priorités qu'ont enseigné vos parents? C'était de travailler. C'était de travailler avec plaisir d'ailleurs, mais de travailler et de ne pas rester les bras ballants, de travailler non seulement pour l'école, quand on était à l'âge scolaire, pendant les périodes scolaires, mais aussi de travailler à la maison, au ménage. Par exemple, j'ai une sœur, et avec elle, on faisait souvent le ménage. Je faisais la vaisselle et ma sœur essuyait. Et c'était un concours entre ma sœur et moi, de telle façon que j'ai de l'avance sur elle et non pas elle sur moi. Oui. Qu'est-ce qui vous a intéressé le plus comme garçon? Quels ont été vos intérêts principaux? C'était des intérêts de bricolage, on peut dire, dans le sens que j'aimais beaucoup travailler le bois. Je ne pouvais pas travailler le fer, on n'avait pas de lampe à souder, etc., tout ça, mais enfin on bricolait pas mal. Je bricolais pas mal avec des camarades. Par exemple, il y avait la période, évidemment, période des marrons, la période des billes, des nœuds, comme on disait. Il y avait aussi la période des parachutes. Je faisais des petits parachutes avec les grands mouchoirs de mon grand-père, parachute auquel je suspendais la poupée de ma sœur. Et le parachute était retenu par une ficelle au centre du parachute. Nous habitions au 5e étage. Alors c'était très, très intéressant de lancer le parachute par-dessus le balcon. Ma sœur poussait quelques hauts cris, mais enfin, elle n'était pas très fille à poupée. On était proches l'un de l'autre, puisqu'on n'avait que 14 mois de différence. Et les marrons, c'était quoi? Les marrons, eh bien, c'était l'automne, ça serait la saison à peu près maintenant. On prenait les marrons par terre dans le parc Morpeau, puisque j'habitais avant-poste 11, entre Chaussée-Morpeau et Rumine. Alors, en allant à l'école ou en revenant de l'école, on ramassait les marrons tombés par terre, et puis on les perçait d'un trou. On enfilait une ficelle dans le trou, on faisait un nœud dessous, puis on avait ainsi un fil avec un marron, comme un pendule en somme. Et puis on les laissait sécher pour durcir, et puis deux à deux, on envoyait son marron sur le marron du copain, qui tenait son marron comme ça. L'autre prenait le marron, puis le tapait. Et puis celui dont le marron était disloqué complètement, avait perdu. Et celui qui avait gagné mettait une coche sur son marron. Et puis si je
j'arrivais à disloquer le marron d'un copain qui avait, disons, 3 coches. J'ajoutais 3 coches, non, 3 plus 1, 4 coches à mon marron. C'est vous qui aviez, vous et vos copains, qui aviez inventé ce jeu? Non, c'était dans l'air, comme ça. Et ça, vous l'avez vu par la suite? C'est un jeu qui s'est poursuivi? Non, je crois pas. Alors, il y a eu... Et j'allais aussi, pendant les vacances d'été, les grandes vacances scolaires, j'allais toujours travailler à la campagne. C'était mes vacances. Vous aviez de la famille paysanne? Famille indirecte, mais la famille paysanne, oui. Et vous aidiez aux travaux de la ferme? C'est sûr, j'ai appris à traire, à gouverner, comme on dit. Et puis, il y a eu le collège scientifique alors à Lausanne. Oui. Donc, votre intérêt s'est penché, a été, je dirais, de manière très, très précoce, un intérêt scientifique. Oui. Ensuite, vous avez continué par l'école polytechnique, c'était l'EPUL à l'EPUL, oui. Et ensuite, eh bien, vous avez commencé à enseigner, après avoir fait un doctorat de sciences techniques. Alors, dans les années 50, on parle beaucoup de l'énergie atomique. En 1958, qui est l'année où vous avez créé un laboratoire de génie atomique à l'EPUL, c'est aussi l'année de l'exposition universelle de Bruxelles, qui donne d'ailleurs l'atome comme symbole d'un de ces bâtiments qui existe encore aujourd'hui. À ce moment-là, en 1958, qu'espérait-on avec l'atome? Comment est-ce qu'on voyait au fond le futur des développements? Alors on voyait l'atome, vous dites on dit on, mais je crois que l'ensemble des milieux scientifiques, techniques, également la population, voyait dans l'atome une nouvelle source de progrès. Non seulement une nouvelle source d'énergie, mais aussi une nouvelle source de traitements médicaux. D'ailleurs, ça se fait encore par radioactivité. Une nouvelle source économique également. Une nouvelle source de recherche géologique, de recherche hydrologique, etc. Il y avait vraiment un très, très grand espoir. Le premier salon international à Genève, organisé par l'ONU, en fait l'UNESCO, s'intitulait l'Atome pour la paix, Atom for Peace, et qui avait lieu, je crois, en 1955, sauf erreur. Oui, je crois que c'est juste. Et là, il y avait vraiment un grand espoir. Le peuple suisse, d'ailleurs, a accepté une loi, la première loi sur l'énergie atomique, aussi dans les années 50, sauf erreur 59. Et là, c'était l'enthousiasme. Et puis en même temps, c'était pour nous, Suisses, c'était un domaine relativement inconnu. Il y avait bien des recherches en physique nucléaire qui se chargent de comprendre les réactions atome-atome ou noyau-noyau avec des particules qui bombardent ces noyaux, comme des neutrons, comme des particules alpha, enfin, etc. Mais on n'était pas du tout suffisamment au courant pour maîtriser l'ensemble des propriétés et de l'évolution d'une population considérable d'atomes et de particules comme l'est un réacteur atomique. Et là, c'était vraiment un champ inconnu. Alors, vous savez que l'homme est curieux de nature, il aime comprendre, il aime connaître, il aime maîtriser également. Et là, il y a eu, parmi les scientifiques dont j'étais, il y a eu vraiment un grand enthousiasme pour ce domaine. Alors, vous avez développé 2 types de recherche, hein. Le type des réacteurs, d'une part, le type de physique métallurgique, d'autre part. Est-ce que vous pouvez peut-être parler de ces 2 catégories de recherche? Tout à fait. Du côté donc, physique des réacteurs, sous-entendu donc des réacteurs atomiques ou réacteurs nucléaires, il fallait mieux connaître ce qui se passait dans un réacteur formé de barres d'uranium et d'un modérateur tel que de l'eau naturelle, l'eau légère comme on dit, ou l'eau lourde, ou dans du graphite. Et pour ça, j'ai réalisé au laboratoire de génie atomique avec mon équipe, qui était relativement modeste d'ailleurs, nous avons réalisé un premier réacteur nucléaire sous-critique. Et cela en quelle année? En 1962, de sorte sous-critique, c'est-à-dire qu'il ne pouvait jamais atteindre l'état critique, c'est-à-dire s'entretenir de lui-même et puis monter en puissance ou exploser. C'était vraiment impossible. C'était naturellement impossible.
par le fait que la masse d'uranium que j'ai pu louer à cette époque aux États-Unis, à la fondation Battelle à Columbus aux États-Unis, grâce à notre attaché scientifique qui était à Washington, Dr. Hochstrasser, qui était bien connu après, puisqu'il est devenu le directeur de l'Office fédéral d'éducation et de la science. Et alors, cette quantité de barres d'uranium, il y en avait 300, en fait c'était de l'oxyde d'uranium, était insuffisant, nettement insuffisant, pour qu'on atteigne ce qu'on appelle la criticité, l'état critique. Et ensuite, ça c'était en 62, et puis assez rapidement, quelques années après, avec mon équipe, ma petite équipe, on a décidé de concevoir et de réaliser un réacteur qui pouvait atteindre l'état critique, mais d'une puissance très faible. La puissance maximum qu'on pouvait atteindre avec, et qu'on peut encore atteindre avec ce réacteur, qui existe encore, qui s'appelle Crocus, est de 100 watts. Donc c'est très faible, c'est la puissance d'une... C'est moins puissant que les lampes d'éclairage que vous avez ici. Et pourtant, il faut un blindage important autour de ce réacteur pour se protéger le personnel et les visiteurs des radiations qui émanent de ce réacteur. Ces murs de protection sont importants parce qu'ils protègent non seulement en cas de fonctionnement normal ou nominal du réacteur, mais aussi en cas de montée accidentelle en puissance. Alors ça, c'est le domaine physique des réacteurs. Avec cela, on a pu collaborer à des réalisations industrielles telles que le réacteur de Lucin ou la centrale de Lucin. C'est nous-mêmes qui avons développé une méthode pour étalonner les barres de sécurité et les barres de contrôle du réacteur de Lucin. Et il semble que nos calculs, que nos mesures étaient assez correctes et nos calculs aussi. Et pourtant, à l'époque, on n'avait pas de superordinateur. Souvent, les calculs se faisaient à la main. Et ces barres de sécurité ont très bien fonctionné lors de l'accident du réacteur en janvier 1969. Voilà pour le domaine réacteur. On a aussi montré qu'on pouvait déterminer certaines des caractéristiques d'un réacteur industriel en mesurant et analysant le mouvement des barres de contrôle. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Voilà ce domaine-là. Et l'autre domaine, physique métallurgique, je m'étais dit qu'un des problèmes importants, toujours dans le domaine du génie atomique, était de connaître, maîtriser dans une certaine mesure les effets, les dégâts d'irradiation dans les matériaux du réacteur. Pas tant dans l'uranium, mais dans les matériaux, dans l'enceinte qui entoure le réacteur. Et comme j'avais fait une thèse à la fois en physique du solide et en optique, j'étais très intéressé par l'effet des radiations dans les solides. Et j'avais suivi une école d'été de 3 semaines en Italie, à Varenna, organisée par la Société italienne de physique. On voit là déjà la relation avec l'étranger scientifique. Et là, j'ai eu un coup de foudre donné par un professeur américain, Zener. Zener, on parle beaucoup des diodes Zener, mais il avait fait un exposé remarquable sur les possibilités d'investigation dans les solides concernant les propriétés des défauts de structure cristalline dans un solide. Un solide n'est pas parfait. Il a des imperfections atomiques, enfin submicroscopiques. Et un des moyens d'investigation, à l'époque, c'était la microscopie électronique, encore maintenant, mais ça coûte très cher. Et nous n'en avions pas à l'école polytechnique, à l'EPUL, on n'en avait pas de microscope électronique. C'est le frottement intérieur. C'est quelque chose que les gens connaissent peu, mais en fait qu'on peut très bien comprendre. Si vous prenez un diapason, que vous le faites vibrer, la note La que donnera le diapason va petit à petit s'estomper, va petit à petit diminuer. Vous vous dites, c'est par le fait que le diapason rayonne de l'énergie acoustique, rayonne cela. Donc, tout se conserve dans la vie. Si un système rayonne de l'énergie, c'est qu'il en perd lui-même. Mais si vous faites la même expérience dans une enceinte dans laquelle vous faites un vide assez poussé, vous n'entendrez plus le La, c'est évident,
mais le diapason va aussi s'atténuer par frottement intérieur, par dissipation interne d'énergie acoustique. Et cette dissipation d'énergie acoustique peut être mesurée sur une gamme de fréquences très très large, du millième de cycle, c'est-à-dire une période de 1000 secondes, jusqu'à des centaines de mégacycles, mégahertz. Et puis, dans chaque gamme de fréquences et de température joue aussi un rôle, on met en évidence tel et tel type d'imperfection interne dans le cristal. C'est quelque chose d'absolument formidable et relativement bon marché. Alors, l'application de ce type de recherche? Alors, application, on a appliqué ça continue. Donc, ces deux recherches, ces deux domaines continuent. Parce que c'est des domaines importants. Une application dans le domaine de la physique métallurgique ou physique du solide réel, c'est par exemple développer des alliages à fort amortissement ou à fort frottement intérieur ou amortissement intérieur pour diminuer les vibrations de parties solides dans un atelier de mécanique, dans une voiture. Les Japonais se sont lancés très tôt dans ce domaine. Et non seulement ça diminue le bruit de façon assez considérable, mais également ça diminue la fatigue du métal. Parce que si un élément métallique vibre, il va petit à petit se fatiguer, comme nous on se fatigue lorsqu'on fait des exercices répétés de gymnastique, quoi. C'est exactement la même chose. Alors, dans les années 50, il y a la création du programme Euratom. En quoi consiste-t-il? Alors, le programme Euratom consiste à maîtriser ce qu'on appelle la fusion nucléaire en vue de développer, d'obtenir une nouvelle source d'énergie. Par rapport à la fission nucléaire qui se développe dans des réacteurs nucléaires connus, disons, tels qu'il y a en Suisse, tels qu'il y a en France, il y a des noms qui m'échappent maintenant. Betznau, par exemple, la première centrale atomique suisse, vraiment une centrale industrielle, Betznau, au bord de l'Aar, près de Vruningen, qui est encore un centre important de recherche en matière atomique, en génie atomique. Il y en a encore d'autres, Gösgen, etc. Dans ces réacteurs, l'énergie produite est le fait de la fission des noyaux d'uranium. Et cette fission des noyaux lourds comme l'uranium produit de l'énergie sous forme de rayonnement, de particules élémentaires et qui ensuite sont freinées dans la matière et chauffent la matière. Et dans les réacteurs à fission, toujours, réacteurs atomiques, cet échauffement doit être de toute façon pompé pour pas que l'uranium fonde finalement. C'est une obligation de tirer l'énergie thermique d'un réacteur atomique. Sinon, il y aura quelques dégâts et le réacteur s'arrêtera d'ailleurs. Alors voilà pour la fission. Et il se trouve qu'à l'opposé de la suite des éléments naturels qui vont de l'hydrogène jusqu'à l'uranium, je ne parle pas des transuraniens, eh bien à l'opposé, vers les éléments légers tels que l'hydrogène, l'hydrogène lourd, le lithium, etc., l'hélium, ce n'est pas la fission qui crée de l'énergie, c'est la fusion. Si vous arrivez à ramener deux noyaux d'hydrogène à fusionner pour former de l'hydrogène lourd, là, de l'énergie est de nouveau dégagée. C'est juste l'inverse de ce qui se passe avec les éléments lourds. Alors qu'il est relativement simple de fissionner, pas en deux parties égales, ça c'est pas l'important, fissionner un noyau lourd tel que celui de l'uranium, notamment par des neutrons, qui sont eux-mêmes dégagés par cette fission, d'où la réaction en chaîne. Le produit de la réaction de fission crée de nouvelles fissions, puis en même temps crée de l'énergie. Ça marche bien. Et d'ailleurs, les Français ont découvert au Gabon, il y a de ça, je ne sais pas, en tout cas une vingtaine d'années, si ce n'est 30 ans, dans la nature, les restes d'un réacteur naturel. C'est assez fabuleux. Ils ont analysé c'est donc un site qui est radioactif de façon naturelle,
et ils ont analysé d'où vient cette radioactivité, et par recombinaison, par reconstitution, ils en ont déduit, et il semble que c'est correct, tout se passe comme s'il y avait, dans cette région-là, il y avait eu, il y a des millions d'années, un réacteur qui fonctionnait naturellement, parce qu'il y avait de l'uranium, etc. Mais alors la fusion est beaucoup plus compliquée, parce que la fusion, c'est ramener l'une contre l'autre deux particules de même charge électrique. Le proton, deux protons, chaque proton formant le noyau d'hydrogène. Et lorsque vous avez deux charges électriques de même signe, qu'elles soient positives ou négatives, peu importe, en l'occurrence elles sont positives, il faut une très grande force, très grande vitesse plutôt, très grande vitesse de choc entre elles pour vaincre cette répulsion électrique. Et pour ça, il y a plusieurs systèmes, mais le système vu par Euratom, enfin, envisagé par Euratom, et dans les expériences qui sont faites, soit à Lausanne, enfin à Cublin, au Centre de recherche en physique des plasmas, ou à Londres, à des échelles beaucoup plus importantes, c'est de chauffer cet hydrogène à très haute température, c'est des dizaines, voire des centaines de millions de degrés, comme il se passe dans le Soleil, et de faire en somme un Soleil en miniature sur Terre. Et par l'élévation de température, température est synonyme d'agitation des particules, quelles qu'elles soient. Plus vous élevez la température, et plus les vitesses d'agitation sont grandes, et il y a une certaine chance alors pour que au moins deux particules aient assez de vitesse l'une contre l'autre pour fusionner. Puis à ce moment-là, elles dégagent de l'énergie. Avec alors cet avantage de ne pas avoir de déchets. Les déchets ne sont pas radioactifs. Les déchets ne sont pas radioactifs, sauf que cette émission d'énergie est créée en fait par toujours des radiations nucléaires, comme des rayonnements d'électrons, rayonnements bêta, rayonnements alpha, et qui induisent une radioactivité artificielle sur les parois du réacteur de fusion. Mais ce ne sont pas des déchets radioactifs, c'est de la radioactivité induite et qui décroît correctement, mais pas avec des longueurs de vie comme dans les produits de fission des réacteurs atomiques. Et le rythme de cette décroissance, est-ce qu'il est... Alors ça dépend tout du métal. Pour donner un exemple, si vous avez du cobalt dans un alliage fer-cobalt comme enceinte, donc un acier inoxydable, quoi, le cobalt de mémoire a une période, donc une durée de demi-vie de 5,3 ans. Disons de 5 ans pour simplifier, c'est-à-dire qu'en 5 ans, la radioactivité du cobalt 60, on part du cobalt 59 à cobalt 60, donc par capture d'un neutron, le cobalt 59 naturel devient cobalt 60 et il est radioactif, et il émet un rayonnement bêta, un rayonnement d'électrons. Après 5 ans, la radioactivité est diminuée de moitié. Après 10 ans d'un quart, etc., etc. Si on compare ça à l'uranium? Alors l'uranium, il y a uranium et uranium. D'abord, il y a l'uranium 238 et l'uranium 236 qui ont des périodes différentes. L'uranium 238 étant moins radioactif que le 236, mais le 238 est plus abondant que le 236. Et mesurant les abondances relatives uranium 236 sur 238, c'est une façon de déterminer l'âge de la Terre. En faisant l'hypothèse qu'au début, qu'à l'origine, il y avait autant d'uranium 236 que d'uranium 238. Et puis l'un diminuant plus rapidement que l'autre, en mesurant les rapports de concentration naturelle, on peut remonter la pente, quoi. Alors quel est le taux de ces deux? Il est estimé quoi? Ah, vous me demandez des choses. De mémoire, l'uranium 236 a une concentration de 0,6%, sauf erreur, très faible. Et pour les réacteurs, il faut du 236.
le 138 n'est pas très, très intéressant. Alors, le programme Euratom, il se prolonge aujourd'hui, il se poursuit encore. Il se poursuit, c'est sûr. Et à votre avis, est-ce que la fusion nucléaire est un espoir majeur de ressources énergétiques pour la planète? Je dis certainement, mais il y a encore d'énormes travaux de recherche théorique, de recherche expérimentale, de recherche technique à faire dans ce secteur. Vous avez un projet qui arrive bientôt à terme, enfin une réalisation qui est pas mal exploitée, c'est le JET, donc le réacteur expérimental qui est en Angleterre. C'est Joint Experimental Torus, je crois. Et puis alors maintenant, depuis déjà quelques années, les responsables d'Euratom se penchent sur le projet suivant, qui est le Next Experimental Torus réacteur. Mais c'est des dépenses assez considérables, énormes, parce que c'est des installations qui ne sont pas simples. Quand on pense que l'homme a la prétention de réaliser un petit soleil sur Terre, un petit soleil, le soleil fonctionne bien aussi par des réactions de fusion nucléaire, de l'hydrogène et qui finalement produit de l'hélium, mais dans une taille gigantesque, de telle façon qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des températures si élevées. Tandis qu'en diminuant la taille du soleil, entre guillemets, sur Terre, on est obligé d'avoir des températures plus élevées pour que l'agitation thermique, je reviens là-dessus, soit plus élevée. Quand s'est développé ce programme Euratom, comment avez-vous réagi? Est-ce que vous y avez été favorable dès le début? Alors, j'en ai pris connaissance comme professeur du laboratoire de génie atomique. J'ai tout de suite applaudi à la proposition, toujours dans le sens que non seulement la Suisse est petite, mais l'Europe aussi, l'Europe scientifique à cette époque était petite, puisque les contacts scientifiques entre Européens se limitaient à l'Europe occidentale. La Russie était dans son coin, enfin était ailleurs, disons. Il y avait très peu de collaboration avec les Russes. Très peu, mais il y en avait quand même. Et par rapport aux Américains, l'Europe scientifique des années 50 était un nain. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais c'était, dans ce domaine-là, en tout cas, était un nain. Et j'ai tout de suite applaudi à cette fusion, si l'on peut dire, à cette fusion des États Europe occidentale, où la Suisse était associée et est encore associée à 100% à part entière. C'est vraiment remarquable. Alors, et non seulement pour le côté développement d'un système de production d'énergie, mais aussi pour les développements scientifiques, même de recherche fondamentale qui ont été faits. Et j'ai eu une collaboration au niveau de la physique du solide avec une équipe de physiciens de ISPRA qui est encore un des centres importants d'Euratom. Y avait-il rivalité ou concurrence entre le monde de la fission et le monde de la fusion? Peut-être au niveau économique et politique, certainement que des politiciens ou des économistes ont prétendu à certaines époques que la fusion n'avait aucune chance d'arriver, qu'il n'y avait que la fission. D'autres milieux, surtout des milieux écologiques, disent encore maintenant, je pense, que la fission utilisée comme production d'énergie dans les réacteurs, les centrales atomiques, est très dangereuse à cause des produits de fission qu'on appelle déchets radioactifs, et qu'il faut faire un effort supplémentaire vers la fusion, qu'il faut vraiment voir la fusion. Donc il y a toujours eu cette dichotomie entre surtout je ne veux pas dire les non-scientifiques,
mais ceux qui devaient engager les deniers publics ou avoir un effet sur les deniers publics. Les médias aussi également, ça c'est bien clair. C'est normal d'ailleurs. Maintenant, parmi les scientifiques sont des hommes comme tout le monde. Il y a aussi dans la recherche scientifique, il y a obligatoirement de la part des hommes et femmes qui décident de faire telle recherche, tel projet de recherche, il y a obligatoirement un acte de foi. Et cet acte de foi est fondamental dans tout développement humain. Mais la foi ne suffit pas. Il faut aussi avoir la volonté de faire quelque chose. Et c'était d'ailleurs, en parenthèse, c'était un de mes leitmotifs, c'était ma devise dans toute ma vie professionnelle, c'est faire un acte de foi et de volonté. C'est foi et volonté. Et cet acte, ce leitmotiv, a d'ailleurs été, tout seigneur, tout honneur, m'a été transmis par Alfred Stucky, directeur de l'école. Dans les années 50, se construit d'un côté l'Europe politique, dans ses premières bases, oui. Et d'autre part les projets scientifiques tels que Euratom. Oui. Vous-même, à cette époque, est-ce que vous voyez le lien entre les domaines politiques, économiques et scientifiques? Est-ce que vous adhérez à ce qui se passe chez nos voisins européens? Ou alors absolument, parce que, bon, j'avais donc, comme je l'ai dit, j'avais un ami très proche à Grenoble, et puis ce cercle d'amitié et de collaboration scientifique s'est élargi déjà en France, ensuite en Italie, en Belgique, etc. Et par ces amis-là, j'avais des informations directes sur la politique scientifique de la France, par exemple, comme de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Angleterre. Et cette politique scientifique m'a toujours apparu comme très, très juste. Peut-être qu'actuellement, la politique scientifique européenne est peut-être trop orientée vers l'application technologique. Et on le sent aussi en Suisse, où, par exemple, les politiciens sont d'accord de soutenir la recherche et la formation, mais ils se demandent souvent, et ils nous demandent aussi, ils nous posent la question suivante, à quoi ça sert, la recherche? Et certains aimeraient, non seulement en Suisse, mais maintenant aussi en Europe, aimeraient que la recherche soit, ou que les chercheurs soient plus proches de l'application économique, du développement économique, de création de nouveaux emplois, de développement encore d'une meilleure valeur ajoutée à la production industrielle, la production économique, aussi dans les services également. Et là, il y a un danger d'appauvrissement, de rétrécissement de la recherche fondamentale. Monsieur Vito, comment avez-vous vécu, à titre personnel, les initiatives prises par les Européens dans les années 50? Et je pense en particulier, vous aviez 30 ans, au traité de Rome, en 1957. Alors j'ai applaudi. J'ai applaudi parce que, bon, je suis suisse parce que vaudois, et je suis européen, je crois, parce que vaudois, de par mon éducation. Et puis le milieu dans lequel j'ai vécu ma jeunesse, mes études. À cette époque, j'étais étudiant porte-en-couleur, valdésien, comme Henri Ribbon, et nous étions très proches. Henri Ribbon est mon père valdésien, ou mon parrain, si vous voulez, mais à Valdésien, on parle d'un père et d'un fils. Et j'avais il y avait d'autres valdésiens, par exemple. Vous l'avez rencontré en quelle année, excusez-moi? Eh bien, en 1945, à 18 ans, 18 ans, en octobre, je suis entré à Valdésien. Enfin, je me suis porté candidat à Valdésien. Et il y avait un charriage, comme dans toute société d'étudiants. À cette époque et encore maintenant, c'est un charriage surtout psychique, charriage oral, si on peut dire, et pas tant physique.
Et pour chaque séance de charriage, quel que soit le nombre de candidats, on était quand même assez nombreux à l'époque. On était une vingtaine de candidats de différentes facultés. C'est ça qui est très intéressant, très important. En tout cas pour moi, ça m'a beaucoup apporté. Et il y a toujours un vieux, un Valdésien non débutant qui est le charrieur de la soirée. Et mon charrieur, c'était Henri Ribbon. C'est lui qui m'a charrié. Et qu'est-ce qu'il vous a fait subir? Je ne sais pas si on ose le dire, mais enfin oui, il m'a posé une question, il m'a dit « Monsieur Vito, vous allez développer le thème suivant. L'homme doit savoir mettre la femme sur le trône. » C'est tout. Alors, on peut interpréter ça de différentes manières. Et quelle que soit l'interprétation que je prenais, au bout de 20 secondes, 10 secondes, je me faisais étaler, puis je prenais une autre, etc. C'était un très, très bon apprentissage et, disons, de modestie. Parce que quand on est fraîchement émoulu du gymnase, on croit qu'on sait tout, que le monde est à vous. Ce type de charriage est très bon. À partir de quel moment Henri Ribbon vous a-t-il parlé de sa vision de l'Europe? Alors, 45, ça c'est difficile à dire, mais je crois assez rapidement, je ne connais pas par cœur la biographie de mon père valdésien, mais assez rapidement, il a fait des exposés à Valdésia sur l'Europe. Et vous avez eu, au fond, un accord avec lui presque dès le départ? Dès le départ, oui. Donc parce que par ailleurs, j'étais étudiant dans une petite école d'ingénieurs, à l'Épule. Le professeur Stucki, qui était le patron de l'Épule, était déjà aussi européen, par le fait notamment que pendant la guerre et à la fin de la guerre, l'Épule a accueilli une école d'ingénieurs italienne. Et avec nous, il y avait des étudiants italiens qui terminaient leurs études. Et il y avait quelques professeurs italiens qui sont rentrés ensuite à Milan, sauf erreur. Il y avait le professeur Colonetti, qui était le patron de cette école italienne dans l'Épule. Alors j'étais déjà acquis, disons, à l'Europe, quoi. Alors, c'était... À l'Europe scientifique, donc à l'Europe politique, donc à l'Europe économique. Est-ce que, précisément, cette déduction que vous faites, cette logique entre Europe scientifique, puis économique, puis politique, est-ce que c'est une déduction qui était faite de manière générale dans les milieux de l'Épule de l'époque, dans les milieux scientifiques? Est-ce qu'on faisait le lien ou est-ce au contraire, on pouvait préconiser une alliance scientifique et exclusivement scientifique? Il y a encore un deuxième aspect qui explique cette adhésion en tout cas de beaucoup de membres de l'Épule à l'Europe, c'est qu'à cette époque, donc dans les années 50, on a eu jusqu'à 45% d'étudiants étrangers. Si vous regardez la population des étudiants étrangers, pays par pays ou région par région, vous avez en même temps une vision géopolitique des événements qui se sont passés entre 1945, même avant, depuis 1939, disons, jusqu'à 1980 et même davantage. Par exemple, pendant la guerre d'Indochine, du Vietnam, on a eu beaucoup d'étudiants vietnamiens à l'école polytechnique, énormément. Ils avaient la formation de base pour faire des études polytechniques, des études d'ingénieurs. Au Vietnam, il n'y avait plus d'écoles, enfin plus d'universités, où c'était très difficile, où c'était conditionné, c'était communiste ou pas communiste, enfin bref. Ils ne voulaient pas aller en France parce que Vietnam et France avaient eu des problèmes, hein. Dien Bien Phu. Alors ils venaient à Lausanne. On a eu par exemple, et ça a duré assez longtemps, on a eu, autour de la révolution des œillets du Portugal, on a eu beaucoup d'étudiants portugais
parce qu'il n'y avait plus d'enseignement pendant, je crois, 2 ans, sauf erreur, dans les années 70 par l'autour. Et c'était des élèves remarquables, les Vietnamiens aussi d'ailleurs. Alors on était déjà par tradition, de par la vie même de l'Épule, on était très tourné, enfin pas tourné, on était très ouvert. Ça, c'est l'ouverture, c'est très important. C'est l'ouverture de l'école, qu'elle soit Épule ou qu'elle soit EPFL, l'ouverture à l'extérieur. Et l'extérieur, non seulement étranger, mais aussi l'extérieur en Suisse, c'est-à-dire à l'industrie en particulier. Alors, cette ouverture, elle dépassait donc le caractère scientifique. Vous avez le sentiment que la plupart des chercheurs, comme vous, faisaient le lien entre une ouverture et une collaboration scientifique d'une part, mais également économique et politique? Je crois, oui. Ben oui, il me semble. Alors, dans les années 50 en particulier, vous êtes, avec cet état d'esprit, tout à fait minoritaire. La Suisse officielle n'a pas du tout encore cette vision qu'elle aura finalement qu'à partir des années 90. Alors, comment est-ce qu'on... Enfin, je ne sais pas d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous vous sentiez un peu minorisé par rapport au reste du pays? Ça dépend tout de quel domaine on parle, hein. Sur le plan scientifique, il me semble quand même que les autorités fédérales ont quand même toujours appuyé la collaboration scientifique avec l'étranger. La preuve, c'est que la Confédération a demandé son association officielle à Euratom et l'acte de signature est, sauf erreur, de 1976. Donc là, il y avait quand même une réalité, un réalisme helvétique. On dit souvent que le Suisse est un réaliste qui a compris qu'au point de vue scientifique et technique, il fallait s'ouvrir sur l'extérieur, obligatoirement. Il y a aussi le CERN. Le CERN, donc à Genève, le centre d'études de recherche fondamentale en nucléaire, a été créé en 1954, et sauf erreur, la Suisse en a fait partie tout de suite. Il n'y a pas de lien, ou il n'y a pas eu de lien entre les recherches du CERN et celles de l'EPFL? Ah oui, dans le domaine nucléaire, oui, dans le domaine physique nucléaire, qui était d'abord développé à l'Épule, puis ensuite qui s'est déplacé à la Faculté des sciences. Donc les physiciens nucléaires, qu'on dit aussi physiciens des hautes énergies ou physiciens des particules élémentaires, ont forcément un contact très étroit avec le CERN. Et leur laboratoire le plus important est au CERN. Donc là, il y a l'équipe à Lausanne, le professeur Gaillou, le professeur Joseph, sont en cheville directe avec le CERN, mais pas dans le domaine direct, physique des réacteurs ou physique atomique, sauf que pendant quelques années, j'ai conduit un peu une recherche qui s'est faite au CERN, tendant à diminuer les dégâts d'irradiation, parce qu'il y a des irradiations dans les accélérateurs, qui petit à petit ont tendance à détruire les isolants ou les matériaux qui constituent même la boucle d'accélération considérée. Et au départ, le premier accélérateur au CERN important, donc, avait une durée de vie, à cause des dégâts d'irradiation dans les isolants, avait une durée de vie, je crois, enfin, les isolants seulement, hein, de quelques mois, peut-être 3 mois. Et puis par des recherches que j'ai un peu suivies, que j'ai épaulées, que j'ai guidées quelque peu, cette durée de vie a été augmentée à 1 année, et puis maintenant, je crois, c'est même plusieurs années, par des modifications de composition de ces isolants. Donc, pour résumer, je peux dire que dans le monde scientifique, sauf exception, c'est toujours les exceptions qui confirment la règle, le monde scientifique a toujours salué le rapprochement politique et économique Suisse-Europe. Comment vous-même, ainsi que vos collègues, de manière générale, voyez-vous les choix politiques qu'ont fait
les Suisses avec l'ALE plutôt que la communauté européenne. Est-ce que, à cet égard-là, il y avait je dirais une nette majorité pour une tendance ou pour une autre dans les milieux scientifiques? Difficile à dire, hein, parce que ça remonte quand même à une quarantaine d'années. Hein. Mais personnellement, j'avais le sentiment net que le marché commun qui a donné lieu à l'Union européenne, que le marché commun était plus prometteur de succès et d'extension que l'AILE, qui était pour moi, encore une fois, je ne suis pas un économiste ni un politique. Pour moi, l'AILE, c'est une simple convention douanière, quoi, finalement. Enfin, je me trompe peut-être, mais c'était ça. Tandis que le marché commun allait plus loin, beaucoup plus loin. Alors, avec cette opinion-là, est-ce que vous sentiez d'une certaine manière en porte-à-faux, vous étiez en porte-à-faux avec la politique officielle suisse, Oui, majoritaire? mais ça ne me gêne pas. Mais est-ce que justement, est-ce qu'il y avait, est-ce que c'était quelque chose qui était pénible de penser différemment? Non, non. Il y avait à cette époque, donc dans les années 50 toujours, il y avait effectivement un groupe important de personnalités tout à fait valables et qui étaient dans le camp, on simplifie un peu, hein, le camp AILE et puis une minorité dans le camp marché commun. Et on a eu des discussions relativement chaudes à Valdezia à ce propos. Parce que vous étiez là aussi divisé. Oui. Avez-vous, à cette époque, c'est-à-dire l'époque du traité de Rome et les années qui ont suivi, aviez-vous le sentiment que les choses allaient changer et que la Suisse, un jour, ferait partie de ce marché commun européen? J'espérais. J'espérais que la Suisse adhérerait, disons, au marché commun, mais je savais qu'il y avait de très grandes difficultés politiques, simplement politiques, puisque le marché commun, qui est devenu l'Union européenne, a une composante politique que n'a pas l'AILE, hein. C'est clair. Alors, vous avez été membre d'une commission fédérale pour la sécurité des installations atomiques. Oui. Qu'est-ce qui avait motivé la Confédération à créer cette commission fédérale? Alors, c'était pour avoir un organisme neutre, n'appartenant pas à l'administration fédérale, un organisme non politique, ce qui n'interdisait pas à ce que, personnellement, j'étais membre de cette commission, ce qui ne m'interdisait pas d'avoir une opinion politique, c'est clair, mais on n'avait pas d'aspect ou de composante politique. Était formé uniquement de scientifiques et au sens large, c'est-à-dire également d'ingénieurs, de techniciens scientifiques, pour rapporter sur la fiabilité au niveau de la sécurité technique et de la sécurité des personnes exploitant la centrale projetée ou le réacteur atomique projeté, donner un avis scientifique et technique le plus honnête possible. Parce que l'objectivité absolue n'existe pas, même en sciences. Il n'y a qu'en mathématiques, je crois qu'on peut être objectif. Alors vous avez siégé à cette commission durant 2 ans, 1960-1962. 3 ans. Ou 3 ans. Oui. Et puis, alors à la fin des années 60, il y a eu l'accident de Luçon. Oui. Est-ce que là, comment expliquer au fond que cet accident ait pu se produire? Il n'y avait pas les moyens, soit dans les milieux de chercheurs, soit par le biais de ces commissions d'experts, les moyens de prévoir ce type d'accident? Je pense qu'il y avait moyen, mais lorsqu'on fait une analyse technique des propriétés, des performances, de la fiabilité d'un système technique quand même très complexe qu'est un réacteur atomique, tel que celui de Luçon, il y a des points qui n'ont pas été abordés parce que jugés fiables par les experts de l'époque. C'est un problème typiquement métallurgique
question métallurgique qui a fait que le réacteur de Lucin a mal fonctionné. Mais il n'y a pas eu d'explosion nucléaire. Pas du tout. Mais problème métallurgique, c'est-à-dire? C'est-à-dire il y a eu des fissures dans la tubulure de système de refroidissement. Au vu des accidents qui se sont produits, l'exemple de Lucent pour la Suisse, accident aux États-Unis, et puis évidemment le trop fameux Tchernobyl de 1986, au vu de ces successions d'accidents, avez-vous changé d'opinion sur le rôle et l'utilité de la fission nucléaire? Avez-vous aujourd'hui encore, je dirais, ce credo que vous aviez, disons en 1958 par exemple, lorsque vous créez le laboratoire de génie atomique? Je l'ai toujours, disons, nuancé, mais pas nuancé récemment. Dès le début, très longtemps, début des années 60, je trouvais qu'au point de vue physique, au point de vue fonctionnement du réacteur, les choses marchaient bien et devaient continuer à bien marcher. Lucent n'est pas un accident nucléaire. Tchernobyl en est un, on peut revenir là tout à l'heure. Mais qu'on ne s'occupait pas assez, je dis on, non seulement en Suisse, mais en général dans le monde, disons, de l'énergie atomique, on ne s'occupait pas assez des déchets, de ce qu'on appelle les déchets radioactifs. C'est-à-dire une grande partie des produits de fission. Parce que lorsqu'un noyau d'uranium subit la fission, il y a deux parties, et ces deux nouveaux noyaux sont en général très fortement radioactifs et sont composés de plusieurs sous-composants radioactifs, hein, tels que le césium, etc. Et je trouvais qu'en Suisse, en particulier à Vöhrlingen, qui est encore le centre de recherche en matière de réacteurs atomiques fédéral, on ne s'occupait pas des déchets, ou pas suffisamment, nettement pas suffisamment. Évidemment, je me mettais également à la place des ingénieurs et scientifiques de là-bas. C'est pas très valorisant de dire ou de répondre à la question « Que faites-vous ?» et de dire « Je m'occupe de déchets ». Et je me suis permis d'insister quelquefois parce que j'étais aussi dans la commission consultative pour le Vöhrlingen, pour ce centre atomique. Et j'ai quelquefois insisté qu'on devait davantage se préoccuper de ces déchets. Et pour moi, la solution de les enfouir dans le sous-sol n'est pas la vraie solution. Ce n'est pas la solution. Comme pourrait dire Auguste Piccard, notre grand Piccard. Parce que pour lui, on trouve toujours une solution, mais ce n'est pas la solution. C'est une solution, une solution. Il faut examiner l'ensemble et vraiment trouver la meilleure solution. Et pour vous Alors, enfouir des déchets dans le sous-sol, je ne suis pas géologue, mais j'ai quand même un peu de peine à imaginer qu'on enfouisse des substances radioactives, fortement radioactives, et surtout radioactives à très long terme, hein, c'est sur des centaines d'années, hein. Dans le sous-sol, il peut se passer quand même des mouvements internes. Enfin, je ne suis pas géologue, hein, mais je crains quand même certaines choses. Et il y a d'autres solutions qui qui commencent enfin depuis quelques années à être étudiées. C'est de retraiter les déchets radioactifs, c'est-à-dire les barres d'uranium qui ont été usées et utilisées dans un réacteur, de les réirradier dans des réacteurs spéciaux qu'on appelle des réacteurs incinérateurs, c'est un mot comme ça, quoi, et qui par irradiation, produite dans ces barreaux d'uranium ou dans ces morceaux de barreaux d'uranium qui auraient subi déjà un premier traitement chimique, et qui par radioactivité induite, par les neutrons en particulier, accélère la décroissance radioactive. Donc sur une période plus courte. Et là, il y a des possibilités. Et ça, je le sais par un collègue direct
qui a succédé à mon successeur, si vous voulez, à l'EPFL. Et à ce moment-là, ces déchets pourraient rester en surface jusqu'à l'élimination de leur propriété radioactive? Oui, donc l'enfouissement des déchets radioactifs, c'est pour des déchets radioactifs de longue vie. Longue vie. Comme ils sont de longue vie, ils ont une radioactivité relativement faible. On peut donner un exemple. Si vous fournissez un effort pendant un court temps, vous produisez une puissance ou vous utilisez une puissance considérable. Donc vous êtes très radioactif, si vous voulez, vous êtes chaud. Si vous créez ce travail pendant un temps long, vous développez une très faible puissance. Pour la radioactivité, c'est exactement la même chose. Si un corps est fortement radioactif, sa décroissance est forte. Parce que s'il rayonne, il perd sa radioactivité. C'est le principe fondamental, plus que physique, c'est que l'effet s'oppose à la cause. C'est ce qu'on appelle aussi la loi de l'embêtement maximum, peut-être avec un autre terme qu'embêtement. Alors on enfouit des déchets radioactifs de longue durée, longue vie. Et ceux qui sont de courte vie décroissent rapidement. Alors ça, on les stocke dans des blindages en béton, etc., près d'une centrale ou dans la centrale elle-même. Et puis là, après... Une fois qu'ils ont décru, ils sont plus... Pas dire qu'ils sont plus radioactifs, mais ils ont une radioactivité infime, quoi, qui produit une radiation extérieure plus faible que la radiation naturelle. Alors, dans les années 60, lors de l'exposition nationale à Lausanne, beaucoup de milieux de la recherche ont été mis à contribution pour représenter la Suisse et son image à ce moment-là. Oui. Vous-même, quelle était votre action en 1964? Alors, le laboratoire a contribué à présenter ce qu'on avait fait à l'époque en 1964, présenter quelques affiches, posters, comme on dit, quelques affiches sur le principe même de la fission nucléaire et de son utilisation pour la production d'énergie. Et on a reçu un petit diplôme de l'exposition nationale. Puis on a contribué non seulement à ça, mais on a contribué, moi et mon équipe, on a contribué à définir certains thèmes de l'exposition nationale. J'étais dans la grande commission présidée par le professeur Henri Rieben. Et cette commission, comment est-ce qu'elle a travaillé? Alors c'était la grande commission pour définir le thème. À mon sens, elle a très bien travaillé, puisque le super thème, c'était croire et créer. Et ça correspondait assez à mon acte de foi et foi de volonté. Il y a eu cette transformation de l'épule en EPFL. Vous l'avez vécu. Menée par votre prédécesseur Maurice Cozandet. À votre avis, quels ont été les avantages de cette transformation? L'avantage principal numéro 1, c'est l'ouverture. Une plus grande ouverture de l'école au monde extérieur. Notamment au monde extérieur en Suisse, auprès des industries, bien que l'EPUL avait déjà des relations avec l'industrie suisse, notamment dans le domaine hydraulique, par exemple, et dans le domaine électrique, génie civil, électrotechnique. Ça, c'est vraiment l'avantage numéro 1. Avant de parler des avantages, je ne veux pas dire by-product, mais des avantages suivants, qui étaient quand même des moyens financiers plus importants. Le fait aussi que la transformation de l'EPUL en EPFL, qui est une transformation, je dirais, intellectuelle, sur le papier, s'est accompagnée en même temps de la transformation du site, ou plutôt des sites de l'EPUL, en un seul site à Écublens. C'était le regroupement de l'école à Écublens. En 1968, donc
une année avant, une année avant l'EPFL, qui date de 1er janvier 1969. Les laboratoires et services de l'école étaient sur 30 adresses différentes. Ces adresses allaient du Mont sur Lausanne jusqu'à Morges. À Morges, on avait un laboratoire de génie sanitaire, c'était la steppe de Morges à l'époque, et d'autres adresses qui étaient réparties en ville. L'électrotechnique et l'électronique était au château, enfin, etc. Et la transformation de l'EPUL en EPFL, c'est donc non seulement sur la question législative, question juridique, question du droit, etc., et des règlements, c'est accompagné, grâce à l'ouverture aussi, à pouvoir s'attacher des professeurs de renommée internationale, je dirais plus que du temps de l'EPUL, je peux le dire puisque j'ai été nommé professeur à l'EPUL. Cette ouverture de l'école a aussi, donc par cette fédéralisation, développé l'attractivité de l'école vis-à-vis de l'extérieur, des milieux économiques, suisses et étrangers, et des écoles aussi, sœurs, des écoles comme en France et ailleurs. Vous êtes devenu président de l'EPFL et vous l'avez été de 1978 à 1992. Quelles ont été, durant ces années-là, les priorités que vous avez données à votre école? Et quels ont été, je dirais, les développements dont vous êtes aujourd'hui le plus satisfait? Alors, priorité, enseignement et recherche. Avec une autre priorité, mais qui vient en second, disons, et qui est très importante aussi, c'est le développement des relations de l'école avec les milieux extérieurs. L'ouverture, encore une fois. Et non seulement l'ouverture scientifique vers d'autres milieux de la recherche et de la formation, non seulement des universités ou des écoles polytechniques, mais aussi des centres de recherche, tels que le centre de recherche de la maison avion Marcel Dassault dans le domaine mécanique des fluides. Ouverture au milieu de l'économie et particulièrement au milieu industriel, non seulement les grandes industries suisses, mais aussi les PME, les petites et moyennes entreprises. On peut dire donc ces trois choses, formation, recherche et relations extérieures, ou disons services, à l'économie de la région et l'économie suisse. C'était les trois thèmes importants. Et pour cela, il faut que l'école présente des compétences attractives vues par les milieux extérieurs. Il ne suffit pas de clamer « on est les meilleurs hein, », mais il faut être les meilleurs. Et une autre devise qu'on a eue depuis la transformation de l'école en 1969 en école fédérale, je peux le dire, c'est mieux que Zurich. C'était là un autre leitmotiv, et on s'est concentré sur des secteurs dans lesquels on savait que Zurich, donc l'école polytechnique fédérale de Zurich, n'était pas particulièrement forte. On n'a pas voulu faire concurrence dans des domaines forts de Zurich. Et déjà, la concurrence a fait la même chose? Pardon? Zurich a fait la même chose? Pas tout à fait. Par exemple, en 1962, on était en Corépule. La direction de l'école, et c'était répété plus tard encore par M. Cosandet, je crois en 1966, nous a demandé si on voulait, à l'EPUL, développer la physique nucléaire, la physique des hautes énergies. Et on a dit non, parce que c'est déjà suffisamment développé dans l'université, dans toutes les universités suisses, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Berne, Bâle, Berne, enfin j'ai déjà dit Berne, et Zurich, et puis au Poly de Zurich. On a dit non, on ne veut pas développer ce domaine, mais on fera appel à des professeurs, soit de Lausanne, soit de Genève ou d'ailleurs, pour enseigner la physique nucléaire à nos étudiants, parce qu'on doit l'enseigner. C'est un chapitre important de la physique. Et alors, pour répondre maintenant à votre dernière question, Zurich-Lausanne,
Alors, M. Cozandet a dû vous le dire, lorsque, dans les tractations qui ont été conduites avec lui, avec le conseiller d'État Pradervan, avec le conseiller fédéral Tchoudi, avec aussi le président Jacob Burckhardt, qui était président, c'est pas le diplomate, hein, mais il était diplomate, mais c'est pas le Burckhardt dont on parle fréquemment. Il était président du Conseil des écoles polytechniques fédérales, bâlois. C'est une grande chance aussi pour nous. Il n'était pas zurichois. Il n'y avait aucun zurichois dans cette équipe. Tchoudi il est bâlois, ou saint-gallois. Enfin, il est professeur à Saint-Gall. Il était professeur à Saint-Gall. Alors, il y avait une convention qui a été, je ne crois pas qu'elle était écrite, mais elle était en tout cas dite et enregistrée. C'est que Lausanne, donc l'EPFL, ne devait pas développer de nouveaux domaines par rapport à Lausanne, vous voyez ce que je veux dire, et qui étaient déjà développés présents à Zurich. Et pourtant, il y a une assez forte pression qu'a senti M. Cozandet, et que j'ai aussi ressenti, donc presque 10 ans après la fédéralisation, en 78 par rapport à 69, de milieux de l'agriculture romande, vaudoise en particulier, pour que l'école développe un secteur agronomique. Et c'était niet. Je pense que ce n'est pas faux, hein, parce qu'on est quand même un petit pays. Il faut, pour qu'un domaine soit vraiment de haute qualité, excellence, hein, il faut quand même une certaine taille, atteindre ce qu'on appelle la taille critique, mais et même la dépasser. Est-ce que de son côté, Zurich a respecté ce type de choses en n'allant pas développer des terrains sur lesquels vous étiez déjà? Ils auraient aimé développer, par exemple, la microtechnique. C'est un point que M. Cozandet a obtenu alors qu'il était président de l'EPFL. C'était une décision en 1976. C'était déjà une répartition de certains domaines entre Zurich et Lausanne. Et qu'à Lausanne, la priorité au niveau du Conseil des EPF, que la microtechnique, si vous voulez, se développe à Lausanne. Mais Zurich voulait tirer de son côté, en quelque sorte? Pas tout de suite. Parce que Zurich n'a pas compris tout de suite ce que signifiait microtechnique. Microtechnique comprend à la fois la micromécanique, la micro-optique, tout ce qui est un peu petit, si vous voulez, mais en mécanique, en optique, en électronique, en semi-conducteur, hein, qui est un point vraiment très fort dans la microtechnique. Et ça n'est qu'en la fin des années 80 que des collègues zurichois ont réalisé qu'il fallait aussi qu'eux, à Zurich, développent par exemple la microélectronique. Ils n'avaient peut-être pas tout tort. Avez-vous le sentiment, M. Vito, que les efforts que Lausanne a fait pour essayer d'éviter, je dirais, les doublons dans la recherche, Zurich ne les a pas fait en sens inverse à l'égard de Lausanne? Il y a une question de taille respective, hein. Grosso modo, Zurich est 3 fois plus gros que Lausanne. Maintenant, il faut voir aussi ce qui est comparable, hein. Donc, lorsque je dis Zurich, c'est l'EPF Zurich, hein. Puis Lausanne, l'EPF Lausanne. Zurich a des formations et des départements ou des sections que Lausanne n'a pas du tout. Par exemple, à Zurich, il y a une école de pharmacie, qui est la plus grosse école de pharmacie de Suisse. Il y a quelque temps, je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, mais il y a quelque temps, quand j'étais encore président, donc il y a plus de 6 ans, Zurich avait 800 étudiants, alors que Lausanne en avait 400, par exemple. J'entends l'université de Lausanne. Bien, Zurich a également une section de sciences naturelles, biologie, zoologie, géologie, etc., que l'EPFL n'a pas. Alors, si vous comparez ce qui est comparable, c'est-à-dire EPF Zurich, EPF Lausanne, formation ingénieur et architecte, vous avez un facteur 2, grosso modo, et plus un facteur 3. Mais c'est quand même un facteur 2. Et puis, ils ont en somme cette base de sciences fondamentales, sciences naturelles, que nous n'avons pas. On s'appuie naturellement, on collabore avec l'Université de Lausanne, mais ce n'est pas pareil, hein.
Alors, ils ont une puissance plus forte que nous. Donc, pour développer un nouveau domaine, d'abord, il faut compter en tout cas 4 ans pour arriver à l'excellence. J'ai toujours insisté sur l'excellence. L'excellence et l'ouverture. On peut en reparler tout de suite après. Il faut en tout cas 4 ans d'efforts, de collaboration forcément extérieure, de collaboration. Et puis, il faut des moyens. Alors, pour Zurich, prenons encore ce facteur 3, relativement à Lausanne, ça fait un effort 3 fois plus faible dans son budget total que Lausanne. D'où Lausanne doit se concentrer, elle le fait d'ailleurs, Lausanne doit se concentrer plus que Zurich sur quelques thèmes de force, quoi. Ce qui veut dire que si Zurich est intéressée à un projet, elle se pose moins que vous la question de savoir si Lausanne le fait déjà. Oui, c'est clair. Lorsque vous êtes en contact avec d'autres universités, d'autres centres de recherche, lorsque vous voulez prendre contact avec ces centres qui sont ailleurs en Europe, est-ce que vous devez vous concerter avec les PFZ ou est-ce qu'au contraire vous pouvez travailler indépendamment? Non, on peut travailler tout à fait indépendamment. Si le projet de collaboration, on sent qu'il va déboucher sur quelque chose d'important, il faut savoir ce qu'on appelle important, on doit forcément en parler au Conseil des écoles polytechniques fédérales et puis avoir son approbation ou avoir son avis et puis modifier si c'est nécessaire, si c'est utile le projet. Typiquement, le projet qu'on appelle encore Sophia Antipolis, c'est le projet de réalisation entre Paris et Lausanne, entre Télécom Paris, qui est donc la grande école française de formation en télécommunications. Ce projet est né par des contacts que j'avais avec Sophia Antipolis et qui a débouché en en automne 1989, à ce que l'EPFL crée une nouvelle voie de formation d'ingénieurs, appelés ingénieurs en système, au pluriel, système de communication. Et de se baser sur Sophia Antipolis pour y créer là-bas un institut de recherche et de formation dans ce secteur-là. Parce que Sophia Antipolis est donc le pôle de développement technologique et scientifique très très important près de Nice. Actuellement, il y a 18 000 emplois dans ce centre scientifique et technologique. Et ils étaient très intéressés à avoir la méthodologie de formation de l'EPFL, plus proche de la pratique que la formation française, plus théorique. Ça ne veut pas dire que les Français sont que théoriciens, puis les Suisses que praticiens, ça c'est clair. Et puis alors, je me suis rendu compte que l'EPFL ne pouvait pas seul débarquer là à Sophia Antipolis en disant « les Suisses arrivent, on est les meilleurs ». Alors j'ai tout de suite, assez rapidement, j'ai pris contact avec mon collègue, le patron de Télécom Paris, pour l'associer à ce projet. Et il a tout de suite été très intéressé. On s'est tout de suite associé, j'entends non par écrit, mais de façon verbale, de façon vraiment sérieuse. Et ce projet a évolué, et puis on a débouché sur un programme de formation, etc. Et une partie de la formation se faisant en Suisse et en parallèle à Paris, et puis ensuite débouchait pour les 3 derniers semestres, y compris un semestre de stage pratique, à Sophia Antipolis. On y crée un institut qui existe et qu'on appelle Eurecom. C'est un institut de formation et de recherche. Et on fait, pour les dépenses, on fait moitié-moitié, avec une condition qu'il y ait grosso modo moitié d'étudiants venant de Suisse et moitié d'étudiants venant de France. Puis on avait aussi comme but, et on y est arrivé, d'associer d'autres écoles polytechniques. Actuellement, il y a Turin qui est membre. Alors pour ce projet, pour l'école, ça faisait évidemment une dépense supplémentaire, mais sans modifier l'enveloppe du budget. Alors c'est là le rôle d'un patron, quoi. C'est de faire des choix, quoi, hein. Mais j'ai dû, et c'est normal, j'ai présenté ce projet au conseil des EPF.
parce qu'il devait y avoir aussi un accord du Conseil fédéral. Pas des chambres, quand même pas, hein, mais c'était quand même une alliance avec l'étranger. Hein. Et vous l'avez obtenu facilement? Oui, on peut dire assez facilement. Il y a eu quelques résistances dans l'école. Des gens qui craignaient un développement trop fort du nombre d'étudiants dans ces directions. Ils n'avaient pas tout à fait tort, mais c'est de la compétition interne. Puis après, ça se tasse. Hein. Quand vous créez une nouvelle formation, hein, c'est comme si vous créez un cuisinier qui crée un nouveau plat, ça attire beaucoup de clientèle, puis après, ça se tasse quand même. Hein. On a eu ça pour l'informatique, quand on a créé la nouvelle formation informatique en 1981. Il y a eu tout de suite beaucoup d'étudiants, et encore que ce n'était pas énorme, mais en 1984, les étudiants pouvaient commencer déjà en première année, tandis qu'en 1981, c'était qu'en troisième année. Alors en 1984, il y a eu 140 étudiants en première année en informatique. De même qu'en 1997, oui, il y a eu 120 étudiants en système de communication, alors qu'on en envisageait beaucoup moins. Alors là, il a fallu l'accord du Conseil des EPF et du Conseil fédéral. Et là, c'était ça n'a pas été très facile. En 89 non, 89, c'était le début du projet. Alors l'accord du Conseil des EPF et du Conseil fédéral date de 91. Et les premiers étudiants sont entrés à Sophia Antipolis, à Eurecom, en mars 92. Donc, et les premiers diplômes en 93. Vous étiez encore le président de l'EPF. J'étais encore président. J'étais très content. Et il y a eu aussi des réticences. Vous savez, quand on a du succès, il y a toujours... La jalousie est une qualité ou un défaut qui est éternel. Hein? Et la méfiance, et puis le fait que si vous avez un nouveau projet dans une... par exemple, chez vous, quoi, la radio suisse romande, ou la télévision région lausannoise, un nouveau projet, vous avez un budget constant, c'est au détriment d'autres choses, quoi. Alors ceux qui se sentiront touchés, probablement touchés, ils réagissent. Hein. Et certains ont dit, pas à Lausanne, hein, ailleurs, ils ont dit, mais pourquoi diminuer notre budget, indirectement, pour envoyer des étudiants se bronzer à la Côte d'Azur? Ils ne se bronzent pas, hein, je vous promets. J'imagine bien. Vous avez créé un centre de recherche des fluides avec vos partenaires européens. Et ça, c'était dans les années 1986, oui, à peu près. Deuxième partie. Comment ça s'est passé? 80. Alors en fait, ce n'est pas moi qui l'ai créé, je suis cofondateur, si vous voulez, avec des collègues européens, italiens, français, espagnols, portugais, allemands, pas autrichiens, c'est curieux, hein, allemands, hollandais, belges, anglais, enfin Europe occidentale. Sauf l'Autriche, je crois qu'ils doivent être bientôt là quand même. Et ça groupe à la fois des milieux scientifiques d'universités ou d'écoles polytechniques, donc académiques si on peut dire, des chercheurs, puis également des industriels, tels que Avion Marcel Dassault, Rolls-Royce Aviation, Fiat, parce que Fiat est intéressé pour l'automobile et pour l'aviation, enfin, etc. Et ceci, c'est pas moi vraiment l'initiateur, c'est des collègues, comme celui de Lausanne à l'époque, c'était le professeur Rimming, suédois, qui est malheureusement décédé trop tôt, il y a de ça quelques années. Et puis avec ses collègues britanniques, Hunt, et puis l'équipe d'Avion Marcel Dassault, deux gars fantastiques, Perrier et Perriot, facile à retenir. Et puis aussi des Allemands, Argyris par exemple, qui est un grec en Allemagne. Ils ont constaté que l'Europe occidentale scientifique avait un retard considérable sur les États-Unis et surtout sur le Japon, qui s'était lancé depuis quelques années sur le développement scientifique, de mieux comprendre et de mieux maîtriser les phénomènes qui se passent dans des fluides, notamment dans la combustion dans les voitures automobiles, dans ce qui se passe lorsqu'un avion avance dans l'air, les phénomènes aérodynamiques, tout ça. Et dans un but d'avoir une combustion plus
plus économique, plus efficace. Oui. Et puis pour l'avion aussi, pareil. C'est pour la même portance, diminuer la traînée, diminuer l'effet des tourbillons qui freinent l'avion dans son avancée. Et pour ça, on constate, longtemps qu'on constate que beaucoup de réalisations techniques sont encore basées sur pas mal d'empirisme, sur l'expérimentation, et que souvent, on n'explique pas fondamentalement pourquoi ça se passe comme ça. Et alors, l'arrivée des ordinateurs, surtout des superordinateurs, permet de simuler numériquement ou mathématiquement ces phénomènes. Les spécialistes de la mécanique des fluides rêvent d'un superordinateur qui puisse résoudre simultanément 10 puissance 14 équations. 10 puissance 14, ça fait donc, disons, simplifiant à 10 puissance 12 déjà, c'est déjà pas mal, ça fait 1 million de millions d'équations. Pourquoi autant de millions d'équations? Parce que le seul moyen, pour le moment en tout cas, de maîtriser, de connaître ces phénomènes, on ne peut pas résoudre l'équation de base sur l'ensemble de l'aile d'avion, etc., puis l'atmosphère qui est autour. On découpe l'espace en petits cubes, plus ou moins tordus, puis en somme, on résout l'équation cube par cube. Mais il faut résoudre. Et ça fait ces millions de millions d'équations. Il faut résoudre ça, disons, en même temps, Enfin, en même temps, parce que ce cube qui est là a une influence sur ce cube qui est là. D'où cette volonté d'avoir des superordinateurs. C'est ce qui a réuni ces scientifiques de la mécanique des fluides, combustion ou pas de combustion, c'est égal, et de créer un centre avec un superordinateur. Et le projet était de le mettre à l'EPFL. Pourquoi à l'EPFL? Parce qu'on avait déjà des compétences dans le superordinateur. On en avait un depuis une année. Et puis des équipes comme l'équipe du professeur Troyan du Centre de recherche en physique des plasmas, l'équipe du professeur Rieming en mécanique des fluides, l'équipe du professeur Desclous en simulation numérique, en mathématiques, étaient déjà très compétentes dans ce secteur et bénéficiaient de l'usage plus ou moins gratuit de centres de calcul à l'étranger. Mais on sentait très bien que ces centres étrangers fermeraient leurs portes à des étrangers, au sens large du terme, pas forcément aux Suisses, parce qu'eux-mêmes avaient des besoins de plus en plus importants. D'où la volonté de développer d'avoir à l'école un superordinateur. Et là, c'était une lutte aussi en 84-85 que j'ai menée avec l'appui des collègues que j'ai cités là tout à l'heure. Plus encore Ralph Grobert, un collaborateur scientifique de très haute lignée dans le domaine de l'utilisation des superordinateurs. Et j'ai lutté vraiment fortement pour que le Conseil des écoles polytechniques accepte le fait que l'EPFL acquiert un superordinateur. J'avais l'appui de M. Cozandet, qui était président du Conseil des EPF. Les moyens financiers, on les avait, c'était 6 millions. Et c'était pour un superordinateur d'occasion venant de Paris, de l'École polytechnique Paris et de EDF en même temps. On avait déjà des collaborations avec avec l'École polytechnique, l'École polytechnique Paris, Paris-Palaiseau. Parce que certains membres du Conseil des EPF, je ne veux pas trop creuser les raisons, mais pensaient que la Suisse n'aurait jamais besoin d'un superordinateur. Alors actuellement, il y en a en tout cas 3 en Suisse, Et je m'étais avec mes collègues, adressé par exemple à l'industrie chimique suisse, à Bâle, pour avoir leur appui. Et j'ai reçu une lettre magnifique que j'aurais dû la garder puis l'encadrer, ou garder un double. Me certifiait, ça c'était en 1985, que l'industrie chimique n'aurait jamais besoin de superordinateur. Alors que ça a bien changé depuis, Voilà, et alors on a constaté qu'il fallait se mettre ensemble, et ensemble, milieu académique et milieu industriel.
Pour notamment financer ce superordinateur. Financer ce superordinateur. Et puis, qui a été installé finalement? Il n'a pas existé. Finalement, il n'a pas été commandé puisque le coût des superordinateurs a fortement diminué. Et finalement, on n'a pas créé ce centre, mais on a créé un réseau avec des conduites. Le responsable de la coordination de ce réseau, qu'on appelle le Coordination Center, est à Lausanne, auprès d'un collaborateur du laboratoire de mécanique des fluides. C'est lui qui coordonne toutes ces choses-là, enfin, qui est le bras droit du président, du chairman de ce réseau. C'est un réseau qui fonctionne très très bien. Il développe, il pose un problème. Par exemple, qui c'est qui arrive à prédire l'écoulement de l'air dans un canal rectangulaire et qui fait un coude comme ça. Et ce canal rectangulaire existe, il y en a un à l'école polytechnique. Ils ont pu relever en tous les points importants la vitesse et la température de l'air, quoi. Donc ils ont relevé correct, expérimental, et maintenant il faut que les théoriciens, si l'on peut dire, arrivent à rétablir par le calcul ce mouvement. Et il y a une compétition entre les différents centres. Voilà. Lorsque on constate qu'en 1992, après le refus des Suisses, les collaborations entre les PFL et ses partenaires n'ont fait que d'augmenter, alors c'est un paradoxe. Est-ce que ça signifie qu'au fond, que l'isolement suisse n'a pas coûté aux chercheurs suisses? Si, il a coûté et il coûtera de plus en plus cher. Coûtera de plus en plus, oui, cher. Alors, première question, déjà, à propos de ça, j'aimerais vous entendre. Première question, est-il bien exact que les collaborations ont augmenté de manière considérable au cours de ces 7 ou 8 dernières années? Oui, par le fait que toujours, c'est aussi un autre terme, deux termes que j'utilise assez souvent, c'est la relation et l'amplification entre ouverture, une politique d'ouverture, et une politique d'excellence. Si vous développez une excellence dans un certain secteur, vous facilitez l'ouverture dans ce secteur, dans les différents milieux qui travaillent dans ce secteur. Et développant cette ouverture, donc ces collaborations, vous améliorez votre excellence, qui à son tour améliore l'ouverture. C'est pas un cercle vicieux, hein. C'est une réaction en chaîne, comme dans un réacteur atomique. Alors maintenant, pour considérer la participation scientifique de la Suisse à des programmes européens, tout d'abord, il y a 2 types de programmes européens de recherche fondamentale ou recherche appliquée. Il y a les programmes qui appartiennent au programme cadre de l'Union européenne, donc les programmes de l'Union européenne. Puis il y a les programmes plus larges que l'Union européenne, tels que Eureka. Vous savez qu'il y a, je ne sais plus quand, 2 ans, la Suisse avait assuré la présidence d'Eureka. Il y a eu quelques manifestations, enfin, etc. Eureka est plus large donc, que les programmes de l'Union européenne. Alors, pour les programmes, prenons les programmes dans le cadre Eureka. Il y a COST, il y en a encore d'autres. Il y a aussi ESA, hein, European Space Agency. La Suisse est partenaire comme un autre, partenaire à part égale, quoi. Elle y contribue financièrement, elle y contribue aussi par ses scientifiques, ses techniciens, son industrie. Alors là, le vote du 6 décembre 1992 n'a rien fait, sauf qu'on était plutôt mal considérés, hein, par nos collègues de l'étranger. Surtout avec lesquels on collaborait, quoi. Ils ne comprenaient pas. Et puis moi, j'ai toujours insisté dans mes prises de position officielles, soit orales, soit écrites, à propos du vote futur à cette époque du 6 décembre, qu'on a trop parlé de l'espace économique européen. J'aurais aimé qu'on parle de l'espace culturel, de l'espace scientifique, mais pas seulement économique. Et ça m'a énervé au plus haut point. Mais enfin, c'est fait, c'est fait. Parce que ça, économique, c'est important, l'économie, je suis d'accord. Sans une économie florissante, on ne ferait pas de la recherche, on n'aurait pas les moyens pour faire de la recherche, quoi. C'est clair.
mais c'est se ramener à l'économique, c'est toujours pas d'argent, pas de Suisse, quoi. Et ça m'horripile. Alors, pour les projets appartenant à des programmes plus larges que l'Union européenne, il y a aussi l'Observatoire de l'hémisphère sud, qui a un certain nombre de télescopes, dont un petit Suisse, mais enfin qui fait du très bon travail, et on est membre à part entière, avec des Européens. Le projet d'ailleurs de cet observatoire a été développé au CERN, parce qu'il y a une équipe là-bas qui s'est menée un projet d'envergure de construction d'équipements scientifiques, quoi. C'est clair, ils sont très très forts. Alors pour ces programmes appartenant à ces programmes plus larges que les programmes Union européenne, pas de problème. Maintenant, pour les programmes de l'Union européenne, on a toujours été, comme le disait mon collègue, le professeur Rémi Scheurer de Neuchâtel, on a toujours été sur un strapontin. C'est-à-dire n'étant pas membre de l'Union européenne, pour ces programmes européens tels que le programme Esprit, le programme Bright-Euram et d'autres programmes, un programme étant fait de plusieurs projets. Il faut distinguer programme et projet. Hein. Le programme, et puis vous avez des quantités de projets. Esprit, c'est un traitement de l'information, donc informatique, si on veut simplifier. Alors, on est sur un strapontin dans le sens qu'on est admis à participer avec nos travaux et nos moyens à des projets, à condition qu'il y ait des partenaires de l'Union européenne. Et il faut que s'il y a une participation suisse dans un projet, disons, je ne sais pas, un traitement du signal, hein, il faut qu'il y ait deux partenaires européens. Deux partenaires européens et au moins un partenaire de l'Europe, je dirais du Nord, non pas du Nord, mais qui n'est pas, disons, l'Espagne et le Portugal. Voyez. S'il y a l'Espagne, il faut qu'il y ait la France ou l'Allemagne, vous voyez ce que je veux dire? Mm-hmm. Enfin, des pays suffisamment industriels et avancés. Et puis, donc ça, c'est déjà une certaine difficulté. Mais enfin, on arrive à le devancer. Avant le 6 décembre, certains scientifiques suisses étaient chefs de projet, chefs de l'un ou l'autre de ces projets. Après le 6 décembre, ça s'était terminé. Aucun Suisse n'était admis, Suisse au sens large du terme. Le professeur Rimming est suédois, mais il était suisse dans son cœur, quoi. Et il était chef d'un projet de recherche jusqu'au 6 décembre. J'exagère un petit peu la coupure. Hein. Puis à partir du 6 décembre, il n'était plus chef de projet, mais son laboratoire participait encore au projet. Et c'était un autre collègue qui était chef de projet. C'est peut-être pas très grave. Hein. Ce qui est plus difficile dans ces projets européens, donc de l'Union européenne, c'est que vous avez des projets de recherche appliqués et qui exigent la participation d'une ou de plusieurs industries. Alors, nous, si on veut maintenant, pour un projet, pour que la Suisse participe à un projet de recherche européen, il faut qu'elle mette de l'argent. Nos collègues français, allemands, italiens, pour eux, l'argent vient de Bruxelles. Pour nous, il vient de Berne. C'est pas très grave. Mais quand on dépose entre collègues, hein, à travers les frontières, un projet de recherche à Bruxelles, on envoie une copie à Berne pour l'informer. Berne ne veut pas prendre position avant que Bruxelles prenne position. Quand Bruxelles a pris une position positive et de donner les 3/4 du budget, le quart devrait être dû par la Suisse, Bruxelles prend une décision positive, Berne la prend, à ce moment-là étudie le projet global avec le préavis favorable de Bruxelles, mais elle ne l'avait pas étudié avant. Je crois que maintenant c'est accéléré parce que vraiment, personnellement et mon successeur, le professeur Badeau, on a insisté pour que ça aille plus vite. Et il fallait 4 mois pour que Berne donne son accord ou son désaccord. C'est-à-dire donne le quart du budget.
Je dis le quart comme ça, quoi, pour donner un chiffre. Alors c'est quand même plus lent. Et parfois, certains de mes collègues ont eu des difficultés parce que Berne disait non, non, vous demandez, je ne sais pas, moi, 200 000 francs, c'est trop, on peut vous donner que 150 000. Alors ça fiche en l'air tout le budget, quoi. Il faut prendre contact avec nos collègues pour baisser de un quart, qui correspond à 200 par rapport à, enfin 150 par rapport à 200 000, le budget, quoi. Et puis alors, et dans les projets encore, une difficulté encore supplémentaire, c'est dans les projets de recherche appliquée et qui demandent la participation d'industrie. Et si la Suisse veut faire partie d'un de ces projets, je ne sais pas, moi, par exemple, développement de matériaux moins sensibles à la fatigue, j'ai parlé de fatigue là au début. Hein. Fatigue des métaux. Fatigue des métaux, résistant à la fatigue, les métaux, oui. Il faut qu'il y ait des industriels, sinon ce n'est pas une recherche appliquée suffisamment solide, quoi. On peut partir dans les nuages. Hein. On peut prendre comme métal l'or, par exemple. C'est ce qu'on a fait, nous, au début, dans mon laboratoire, parce que l'or était le métal le plus pur, le meilleur marché. Ah bon? Ouais. Un fer très pur, très très pur, hein, 99,999% de pureté, il coûte, je ne sais pas, 10 fois plus cher que l'or que vous achetez en bijouterie, quoi. Bien. Alors, il faut des industries comme partenaires pour ces recherches appliquées. Hein? Alors, et s'il y a une industrie suisse, alors Berne, c'est alors la Commission pour la technologie et l'innovation, l'ancienne CERS, qui est prête à donner quelque chose, l'équivalent de la part industrielle. Nos collègues français, avec raison, ils ont un champ de prospection d'industrie dans un domaine déterminé beaucoup plus grand que nous. 10 fois plus grand. Puis ils peuvent s'adresser aussi en allemand, enfin, etc. Il peut y avoir une université, une école polytechnique française, il peut y avoir Grenoble, par exemple, et puis il peut y avoir Mercedes, je dis ça comme ça. Et ça fait la participation industrielle. Mais il ne peut pas y avoir école polytechnique Lausanne et puis Mercedes, parce qu'on ne pourra pas apporter notre contribution financière, puisque Berne doit apporter la contribution financière suisse, et ne l'apporte dans ce cas-là que si une industrie suisse apporte de l'argent. Alors vraiment, on est mal pris. Mais malgré cela, il y a eu une augmentation sérieuse de la participation de laboratoires de l'école polytechnique à des projets européens. Mais dans les deux programmes, hein, le programme Union européenne et puis le programme plus large que l'Union européenne, en 1991, il y avait 70 projets dans lesquels la Suisse, enfin les PFL participaient, et en 1997, 202 projets dans lesquels les laboratoires de l'école participent. Alors c'est 3 toujours, fois plus. Ouais, c'est toujours la réaction, excellence, ouverture augmente l'excellence, etc., etc. Dans cette proportion-là, quels sont les projets qui sont liés exclusivement avec l'Union européenne? Ça fait quel pourcentage? À peu près. Attendez, ça fait 82, oui. Grosso modo, c'est 80 projets Eureka et consorts, donc cadre plus large, et puis 120 projets Union européenne. Donc, rapport nettement plus étroit avec l'Union européenne dans tous ces secteurs. Oui, exactement. Oh non, je crois que c'est resté la même proportion, hein, entre les projets Eureka et voilà, consorts. La proportion, mais je veux dire le nombre de projets a aussi augmenté dans le cadre de l'Union. Considérablement accru, donc. Aussi dans l'Union européenne, malgré le 6 décembre 1992. Ouais. Il faut dire, on aurait pu en parler tout de suite, hein, dire tout de suite comme principe, dire que la recherche suisse a très bonne cote, hein, et de très haut niveau, hein, au niveau international. Hein. Et ça n'a pas baissé. Et ça n'a pas baissé. Mais c'est peut-être en train de baisser avec la restriction des crédits. Alors, venons-en à ce chapitre, si vous le voulez bien, pour savoir comment vous voyez une certaine tendance qui vise à associer la recherche fondamentale à des applications économiques, à des applications directes, ou le plus directes possible. Alors c'est une tendance très grave
et qui peut porter de lourds préjudices à la recherche elle-même puis à la formation. Parce que la formation est liée aussi à la recherche. Parce que la recherche fondamentale, comme disait mon prédécesseur, M. Cozandet, est l'humus de la recherche appliquée et puis finalement du développement économique et industriel. Il faut vraiment que cet humus, que cette base de la recherche fondamentale continue à être bien développée. Je ne dis pas continue à être bien alimentée financièrement, mais continue à être bien développée. Et probablement on peut faire mieux avec un peu moins, mais faire mieux avec beaucoup moins, ça j'y crois pas, hein, c'est pas possible. Parce que si c'était vrai, c'est que les chercheurs de la recherche fondamentale auraient gaspillé vraiment stupidement l'argent des collectivités publiques, et c'est quand même pas le cas. Il y a quand même des succès considérables en recherche de base. Alors c'est évidemment avec les restrictions budgétaires, les responsables politiques et les parlementaires se disent, mais enfin on va voter, je sais pas moi, 1 milliard en Suisse ou 2 milliards en Suisse avec le Fonds national, etc. Et les écoles et les universités pour la recherche, à quoi ça sert, quoi? Et il y a eu des fois, évidemment, quelques exemples qui faisaient sourire certains parlementaires. Par exemple, il y a eu un subside du Fonds national sur une étude. On confond quelquefois aussi recherche et études, hein, on pourra encore en parler. Hein, qui a donné un subside il y a déjà longtemps sur l'étude des carillons dans le canton du Valais. Bon, d'un point de vue musical, c'est peut-être très important, mais certains ont tourné ça en ridicule, quoi. À quoi ça sert? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les milieux scientifiques, pendant trop longtemps, ne se sont pas assez souciés de l'information proprement faite, une bonne vulgarisation sérieuse qu'ils devaient donner, disons, à la société, à la collectivité, aux médias, etc. Dans les médias, il y a quelques journalistes scientifiques, très bons, je ne discute pas, mais ils ne peuvent pas tout faire. Il faut que les scientifiques, que des scientifiques descendent dans la rue. Si vous souhaitez voir d'autres vidéoportraits, consultez le site Vitassumus qui met en ligne régulièrement nos interviews filmées réalisées à partir de 1978.